Ça doit être dans mes cordes. Ok, je pense qu'on est bon, on va se lancer. Alors, bonjour Béatrice. Bonjour Merci beaucoup Gaspard. d'avoir accepté cette interview pour l'association Ewan Life, donc, dont le but est de rompre un peu l'isolement lié aux maladies rares chez les patients et chez les aidants, par le biais d'une plateforme de vidéo sur laquelle on recueille des témoignages. Donc aujourd'hui, on va parler donc évidemment de ton expérience vis-à-vis de la maladie, et également du coup de l'ouvrage que tu as écrit sur le sujet. Donc Ma vie est une surprise, excellent ouvrage que j'ai lu, donc dont on va pouvoir parler et qui porte justement sur ton expérience vis-à-vis de la maladie, mais pas que. C'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, merci encore d'avoir accepté de témoigner. Du coup, alors, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'au début du livre, donc tu nous racontes ton histoire finalement, celle d'une enfant et puis d'une préadolescente qui voilà, extrêmement enjouée dans la vie, égayée, qui a des petits bonheurs, pour reprendre ton expression, du quotidien, notamment le fait de prendre le bus tous les matins et même le samedi quand les parents dorment, alors que tu es la seule à pouvoir prendre le bus et prendre ta vie en main, entre guillemets, et aller au boulot. Et donc ça, c'est un passage croustillant. Et voilà. Et il se trouve que au début de ton adolescence, il t'arrive quelque chose, un accident grave. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé, c'est quoi le nom de ce qui t'est arrivé et quelles ont été les implications à court terme. Alors, du coup, oui, effectivement, un soir, en fait, finalement, un bon matin, je me suis préparée, j'ai pris mon bus avec grand plaisir pour retrouver mes copines, mes copains et mes conducteurs de bus, avec toujours joie et bonne humeur. Et pas de chance, le soir, j'ai pas pu récupérer, en fait, cette ligne de bus avec mes copains, mes copines. Pourtant, j'avais rendez-vous, hein. Et d'ailleurs, c'est marrant comme, en fait, à 15 ans, on n'a pas du tout la même réalité que... En fait, la réalité est tout autre parce que effectivement, je suis tombée dans le coma en fait un vendredi soir, juste avant de récupérer mon bus, parce que du coup, j'ai fait une malformation artério-veineuse. Donc ça, c'est la pathologie qui m'a fait me rencontrer en tant que personne handicapée, enfant handicapé. Et Et donc voilà, donc du coup ce soir-là, non, ça n'a pas été comme tous les vendredis soirs où j'avais mon rendez-vous, mon rituel de retrouvailles avec mon cher et tendre conducteur de bus et mes chères et tendres copines. Ah, c'est toute une histoire d'amour. Ah, tout un rituel, ouais. Et du coup, Et non, c'est pendant le cours de sport, c'est ça que tu dis que... tout à fait. Ouais, ouais. Alors en fait, ouais, c'était un vendredi soir et il se trouvait que quand j'étais en seconde, le vendredi soir, je finissais avec 2 heures de sport, C'est de sympa, ça. 16 à 18. Ouais, chacun son truc. Mais apparemment, bon, non, finalement, j'ai voulu me barrer plus tard. Ce cours-là, ouais, c'était plus compliqué, en effet. Apparemment, ouais, ouais, je préférais prendre le bus, tellement que du coup, je commençais à vomir. Enfin, j'ai commencé à avoir vraiment le premier signe de avant coma, en fait, et d'AVC, quoi, en gros. L'AVC, c'est ça, oui. C'est un peu les mêmes signes que l'AVC, finalement, les maux de tête, la fatigue. Je commençais à zozoter, en fait, donc j'articulais très mal. Parce qu'après ce livre-là, j'ai revu mon prof de sport qui m'a aidé en fait à me sauver la vie. Et pour lui montrer ce livre-là aussi, pour lui raconter un petit peu mon histoire, parce que c'est grâce à elle que finalement cette histoire est née. Parce que sans elle, je serais certainement morte sur un tapis de gym ou je sais C'est pas vrai quoi. qu'elle a le très bon réflexe d'appeler assez rapidement le SAMU Tout à fait. pour faire le... Ouais, tout à fait. Elle a réagi très, très rapidement, parce que je pense que dans la demi-heure, j'étais auprès de 2 ambulancieux, très charmants. Bon, j'ai vomi sur l'un d'eux. Désolée. Oups. Et du Donc, coup, c'est une sorte d'AVC, c'est ça? en fait, une malformation artério-veineuse, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est la définition de l'AVC. Pour moi, c'était hémorragique parce qu'il y a 2 formes d'AVC. Il y a hémorragique et ischémique, c'est-à-dire qu'il y en a un hémorragique où il va y avoir, en fait, on va perdre du sang.
Et l'autre ischémique, où ça va être comme ce qu'on appelle le caillot, en fait. Souvent, on va utiliser, on va dire, j'ai fait un caillou. J'ai eu un caillou, j'ai fait un AVC suite à un caillou. Donc ça va être ischémique. Donc il va y avoir un moment où l'artère, où la veine va être bouchée, en fait. Moi, ça fait un feu d'artifice, en fait. Moi, ça a rompu la veine, la malformation, en fait, s'est rompue et a créé, en fait, cet accident vasculaire. Donc, mon AVC est dû à une malformation artério-veineuse, en fait. Et c'est quelque chose qui... Parce que moi, ça m'a surpris vis-à-vis de ton âge. C'est quelque chose qui arrive à des jeunes comme ça, beaucoup, ou c'est extrêmement rare, ce type d'accident vasculaire cérébral? Parce que moi, dans ma tête, alors je ne m'y connais pas du tout dans le domaine, mais pour moi, c'était plus quelque chose qui arrivait justement aux personnes plus âgées, les AVC, mais ça Je arrive l'ai aussi beaucoup, régulièrement. je l'ai beaucoup entendu ça, en fait. Dans ma tête, c'était pour les personnes âgées, l'AVC. Parce qu'en fait, dans notre tête, l'AVC, ça veut dire caillot. Ça veut dire, en fait, souvent, les caillots sont dus à une malnutrition ou à une sédentarité. Parce que du coup, on va accumuler de la graisse, on va accumuler de mauvaises habitudes qui vont en fait donc boucher nos artères, boucher nos veines. Enfin, là, normalement, AVC, c'est surtout des artères. Moi, c'était une veine, hein, malformation artério-veineuse, c'est au niveau des veines. Mais souvent, donc oui, effectivement, dû à l'âge, on va être plus sénile, on va quand même continuer à manger et des fois être en malnutrition ou pas boire suffisamment. Donc effectivement, il va y avoir cette problématique-là du caillot qui va D'accord. venir, on va dire, se former suite à un régime alimentaire, suite à des habitudes en fait au quotidien. Mhm. Donc effectivement, quand on est jeune, sportif, parce que c'était mon cas, et qui est dynamique en fait, on va dire, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on forme en fait un caillot et donc un AVC et ischémique. Ok. Sauf que là, c'était hémorragique. Donc en fait, là, c'est la chance à pas de chance, hein, mais c'est je peux pas donner d'exemple, je vois pas quel exemple je pourrais donner, mais ça arrive à tout le monde. En fait, c'est comme les grands joueurs sportifs qui peuvent mourir sur le terrain à cause d'un AVC parce que eux, c'est pas à cause de la sédentarité, là, on est d'accord. C'est vraiment parce que il y a une hyperpression, une pression artérielle très forte, hyper, Hypertension? Je sais pas. ouais, une hypertension artérielle. Et donc, cette hypertension, les veines ou les artères sont fragilisées, Mhm. il y a un risque de saignement. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bah, merci pour la clarification. Je ne Du coup, suis pas médecin quand même, hein. non, mais t'as raison de le dire, mais effectivement, encore une fois, tu l'expliques bien, c'est pour le commun des gens. On ne sait pas forcément grand-chose de l'AVC, ni que ça peut arriver à des âges plus jeunes, du fait de ce que tu dis qu'il y a deux types, au moins. Alors, moi, je sais que plus jeune, on peut l'avoir parce que moi, quand j'étais au centre de rééducation, donc j'avais 15 ans, et j'avais d'autres copains copines qui étaient avec moi et donc on se marrait bien parce que du coup c'était soit hémiplégique droit, soit hémiplégique gauche, donc du coup on faisait un petit peu la paire. On se marre de pas grand chose, hein. Alors, Donc, justement, tu parles de l'hémiplégie et en termes de conséquences à court terme. Donc là, tu rentres dans le coma plusieurs jours. Euh, et d'ailleurs, il y a un passage vachement intéressant dans ton livre qui est une sorte de récit un petit peu que je dirais, que j'appellerais onirique de ton expérience du coma, où tu t'expliques voilà, que tu vois plein de choses qui sont faites, j'imagine, un petit peu de ce que tu entends autour de toi pendant ta semaine de coma et de choses qui se passent dans ton cerveau. Tu vois ta sœur notamment qui te dit va pas dans cette direction, fais ceci, fais cela, tu montes sur une colline, etc. Et c'est vachement intéressant. Et du coup, quand tu te réveilles, quelles sont finalement les conséquences de cet accident? finalement, donc je me réveille une semaine après. Et quand je me réveille, c'est un peu ce que j'essaie de décrire dans mon livre, c'est que finalement, je reconnais pas en fait, je sais pas pourquoi. En fait, alors c'est ce que j'ai appelé mon ange gardien. C'est, j'avais une petite voix qui m'a guidée en fait tout le long de mon coma. Et à la fin, j'ai entendu les médecins, je suppose, dire bon Béatrice, il est l'heure de te réveiller.
Et cette petite voix, en fait, m'a mis dans le noir et m'a dit, bon, bah, avant de te réveiller, il faut que je te présente à tes parents. Et donc, il m'a montré la tête d'un homme et d'une femme, que j'écris du coup dans mon roman. Mhm. Et, et c'est ça qui est curieux, c'est qu'alors que pendant tout le long de mon coma, mes parents avaient bien le visage de mes parents, ça je me rappelle, et ma sœur de ma sœur, mon frère de mon frère. Mais quand cette voix m'a dit voici tes parents, j'ai pris comme argent comptant. J'ai ok, bon, alors du coup, eux ce sont mes parents, donc quand je me réveille que je vois ces personnes-là, c'est que ce sont mes parents. Mhm. Et je me suis réveillée et non, bah, c'était pas ces gens-là qui étaient devant moi, donc du coup, je me suis dit, bah merde, alors qu'est-ce que c'est ça? Qui sont ces gens? Mais c'est ça. Alors du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, salut, on se Et connaît. ça t'a pris plusieurs jours, plusieurs semaines pour petit à petit Je reconstruire l'aspect mémoriel, simplement? je t'avoue ne pas me rappeler, on va dire, au niveau temporalité, c'est très confus. Ok. Très confus. C'est un peu comme quand tu es en vacances, tu sais que tu fais pas vraiment attention Mhm. à ce qui se passe, à ce qui se passe en fait, à savoir quel jour on est. Là, quand j'étais à l'hôpital, je peux pas te dire, j'arrive vraiment pas à décrire. Ok. Pour moi, ça a duré une éternité. Mais en fait, je crois que ça a duré que 4 jours ou une semaine en fait d'hôpital avant d'aller au centre de rééducation. Mhm. En fait, c'est comme tu parlais tout à l'heure de résilience, c'est en fait finalement, je me suis faite à l'idée. Ils étaient là tous les jours. Ils venaient me voir quand j'étais en réanimation, ils venaient me voir quand j'étais en chambre à l'hôpital. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, après ils m'ont dit qu'on allait rentrer à la maison. Enfin, de quoi ils me parlent, j'en sais rien, mais C'est vrai que ça doit être surprenant. bah écoute, en fait, tu rentres dans la. En fait, voilà, c'est ça. Quand je me suis réveillée, je suis rentrée dans la peau de quelqu'un. J'ai pris la place de quelqu'un et j'ai essayé de vivre à sa place, en fait. Mais c'est pas évident, quoi. Enfin, c'est pas facile de rentrer dans une famille, de rien connaître, alors qu'ils te connaissent par cœur, en fait, ou qu'ils pensent te connaître par cœur. Finalement, toi, tu sais même pas qui tu es. Donc, finalement, bah ok, je suis ça, bon, bah ok, je vais essayer de faire ça, en fait. Et ça a été super, super, super difficile de trouver ma place. Parce que finalement, de trouver une place dans une famille qui ne nous appartient pas, Mhm. et dans un corps qui ne nous appartient pas également. Parce que du coup, à mon réveil, bah, je retrouvais plus mon côté gauche, je parlais plus, enfin je parlais plus. Alors moi, plus parler, ça c'est le rêve de mon kiné, mais c'est jamais arrivé réellement, dommage. Mais mais ouais, je parlais plus vraiment. Enfin, alors l'orthophoniste m'a dit aphasique, c'est-à-dire que donc c'est l'absence de langage, de communication. Je pense que je communiquais parce que j'ai ce souvenir-là, mais peut-être que dans ma tête je communiquais et en fait les gens communiquaient pas vraiment avec moi de la même façon que moi. C'est ce qu'on pourrait comprendre effectivement en lisant ton témoignage. Ouais, je sais pas trop en fait ce qui s'est passé. Donc apparemment j'étais aphasique, donc ça veut dire que j'avais une absence de langage ou de enfin j'étais pas en capacité de communiquer en fait correctement avec les gens. Ça peut être aussi dû à un déficit euh, comment dire d'élocution. Mhm. Ça peut être aussi une difficulté d'élocution. Enfin voilà, l'aphasie, ça englobe quand même pas mal de choses. Il y a plusieurs styles d'aphasie. Il y a Broca et Wernicke. Alors je sais jamais lequel est lequel, mais il y en a un où en fait on comprend très bien ce qu'on nous demande, mais quand on veut verbaliser la chose ou répondre, c'est d'autres mots qui sortent. Donc c'est une forme d'aphasie. Et il y a l'aphasie où en fait tout ce qu'on dit c'est cohérent, mais ce que l'autre nous dit c'est pas ce qu'on comment dire ce qu'on interprète en fait ce que notre cerveau reçoit comme information quand l'autre parle, c'est pas du tout ce que l'autre nous a dit en fait. Ok. Et donc, on va répondre, on va dire les bons mots vont sortir, mais en fait, déjà, ce qu'on a entendu, c'est pas du tout les bonnes phrases, en fait. Donc, il y a ces deux types Oui. d'aphasie. Et voilà.
moi, je ne sais pas du tout, parce que c'est possible effectivement que j'avais une aphasie de Wernicke ou de Broca Mhm. et que je m'en rende pas compte du moment où les gens continuent à discuter avec moi ou à communiquer avec moi. Il suffit de sourire un petit peu puis de continuer. Ah, elle comprend rien, hein. Mais de continuer à parler, ça passe tranquille, quoi. Alors, il y a une chose dont tu te souviens, par contre, manifestement très précisément, c'est le diagnostic des médecins, euh, où ils ont l'air de te dire, du moins de ce que tu relates, que ça va être dur de passer le bac, peut-être même impossible de remarcher plus tard. Et c'est ça ce qui est assez puissant dans ton livre, dans ton récit, c'est que, je te cite, tu utilises l'expression de revanche sur les diagnostics, c'est un peu un fil rouge sur tout ton livre, où tu vas montrer que finalement, avec tous les efforts intenses de rééducation, de séances de kiné, euh, et de travail sur toi, justement, tu vas réussir à aller à l'envers de ce diagnostic. Du coup, tu peux nous dire un petit peu comment, voilà, comment tu as réagi vis-à-vis de ce diagnostic sur le coup et comment aujourd'hui bah, tu le relis finalement. Alors, le diagnostic a été un coup de massue parce que bah, du coup, à 15 ans, bah, j'étais sportive, j'étais dynamique, j'aimais vivre et j'avais des projets. Enfin, je pense comme chaque enfant de 15 ans qui rêve à devenir telle profession, à avoir des enfants, à se marier, à rencontrer le grand amour. Enfin, bon, je reste une femme, une ado à ce moment-là. Et c'est vrai que, ben, en fait, quand on nous dit, bah non, ma fille, c'est fini. En fait, tes rêves, tes beaux rêves de vivre comme tout le monde, d'avoir un métier, d'étudier, de voir tes amis, parce qu'à l'époque, à 15 ans, aller à l'école, c'est quoi? C'est aller voir ses copains, copines, en fait. Complètement, ouais. Euh, et puis de prendre le bus. Et bah tout ça, c'était fini, quoi. Trop triste. Donc du coup, bah, ça, au début, bah, ça a été bon. Bah écoute, va falloir peut-être penser à, à me faire, à me mettre en off, quoi, arrêter mon bouton vie, quoi, et mettre un bouton d'essai, parce que finalement, c'est pour me sauver la vie, pour plus marcher, pour plus parler, pour plus apprendre, pour plus vivre, en fait. À quoi ça sert, en fait, de vivre cette vie-là? C'était pas du tout cette vie-là que je voulais vivre. Et coup de chance. Alors, je crois pas au destin. Je crois pas. En fait, je crois pas au hasard, c'est ça. Je crois pas au hasard. Et coup de chance, quand je retourne en fait dans mon unité au centre de rééducation, on croise un jeune homme, un grand blond, avec sa, comment ça s'appelle, avec sa planche de surf là. Ouais, ouais. Parce que donc j'habite à côté de la mer, donc du coup, ben il y a beaucoup de surfeurs. Et puis beaucoup de gens en maillot de bain. Donc, je rencontre ce grand garçon debout qui marche avec sa planche de surf et qui traverse le centre d'éducation. Et la soignante qui me poussait en fauteuil roulant, en fait, pour m'emmener dans mon service, s'arrête et lui demande comment il va. Donc je suis bah tiens, c'est sympa, c'est un surfeur qui vient dire bonjour de temps en temps. Ok. Et en fait, pas du tout, c'était un ancien patient. Et donc, ah, mais dis donc, t'as bien récupéré, patati, patata, les médecins ne disaient pas ça et tout. Et donc, je me suis dit qu'en fait, c'était possible. C'était possible que les médecins se trompent, que, qui sous-estiment en fait la force qu'on est à l'intérieur de nous. Notre force intérieure, notre volonté, notre courage, en fait. Je me suis dit, en fait, le médecin, il n'a peut-être pas pris ça en compte. Il a peut-être pris en compte ma pathologie et les séquelles. Effectivement, j'étais mal barrée, hein, je suis un camembert. Hein. Mais, euh, mais peut-être que finalement, il n'a pas pris en compte que j'étais moi et que peut-être même si je ne savais pas qui j'étais, j'avais quand même cette envie de vivre. Et ça ne m'a jamais quitté. Donc, même quand au moment où je me suis dit, il faut me donner un revolver, il faut me donner quelque chose, il faut me pousser dans la mer, il faut me tuer, il y avait une partie de moi qui me disait non, tu es vivante, tu respires, tu vis des émotions, tu vis des épreuves, mais des émotions. Et j'ai toujours été très optimiste. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit bon,
Là, t'es mal barrée, ma fille. Mais t'inquiète pas, ça va le faire. Je suis sûre qu'à un moment, être en fauteuil roulant toute ta vie, ça va t'aider à aider quelqu'un d'autre qui sera en fauteuil roulant, qui vient juste de découvrir le fauteuil roulant, ou que le prochain kiné, ça sera l'amour de ta vie. Ou voilà, je me suis dit, il y aura forcément un intérêt à ce fauteuil roulant à la con là. Mais c'est ce qui ressort effectivement vachement de ton ouvrage, et de ton témoignage, c'est cet optimisme à toute épreuve. Et même dans les moments les plus difficiles, moi, il y a un passage qui m'a marqué que je me permets de qualifier de presque drôle. C'est le moment où bon, tu fais malheureusement une tentative de suicide par médicament, qui est d'ailleurs, de ce que j'ai compris, plus un appel à l'aide finalement qu'une euthanasie. Et tu arrives dans un hôpital psychiatrique, et là, tu te dis, tu vois donc pour le coup, entre guillemets, des vrais dépressifs. Dépressif, ouais. Et là, tu te dis, tu dis dans le livre, mais qu'est-ce que je fous là? Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, je pense quand même que nos expériences et nos besoins en fait de découvrir le monde, je pense que ça c'est pour tout le monde. On fait des choix parce qu'on pense que c'est le bon chemin et parce qu'on pense que ça va nous apporter quelque chose. On fait jamais rien pour rien. Il y a forcément derrière un mal-être ou un sentiment de vouloir voir autre chose. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que ça change. Donc, j'ai fait en sorte que ça change, ce qui n'a pas changé du tout, mais on s'en fout. J'ai agi quand même. Et le fait d'agir, en fait, et de me dire, bon, faut que ça change, faut découvrir autre chose, m'a fait me rendre compte qu'en fait, j'étais pas du tout à ma place. C'était pas ça, en fait. C'était pas comme ça qu'il fallait que je réagisse pour m'aider à ce que mon expérience soit moins douloureuse. C'était pas en mettant fin à mes jours, parce qu'au contraire, j'aimais tellement la vie que c'était pas la peine d'agir comme ça, en fait. Mais j'avais besoin de passer par là, je pense. Après, c'est vrai que c'est une période qui est pas facile. Tu en parles beaucoup dans le livre, la période adolescente. C'est une période où le regard finalement des ados est extrêmement dur avec la différence, avec tout ce qui sort de l'ordinaire, et d'où voilà, la difficulté face aux moqueries, face au regard des autres. Et du coup, justement, comme tu vois, tu as réussi du coup à sortir de ça, à sortir de cet épisode difficile de dépression. Je me disais, est-ce que tu aurais peut-être des messages à passer à des jeunes qui pourraient être dans des situations similaires à ce que tu as vécu, des ados qui sont voilà, qui ont un handicap, une maladie, quelque chose de visible, qui fait qu'ils peuvent voilà, souffrir du regard des autres. Est-ce que tu aurais je sais pas, des conseils, des postures à leur donner pour que ça aille mieux, peut-être? Enfin, je sais pas. Je suis persuadée que le regard de l'autre, enfin, les enfants qui se moquent ou qui rigolent, ou même, moi j'ai eu des papis-mamies qui marchaient à trois pattes avec la canne et qui s'arrêtaient, qui me regardaient. Et ils étaient mal foutus, mieux foutus que moi. Ah oui, Hein, donc, c'était pas à leur avantage. c'est ça, mais bon, tant pis, pas grave. Je pense qu'on a peur. Je pense qu'on regarde les gens ou qu'on rigole des gens. Alors moi, j'ai jamais pu me moquer ou juger qui que ce soit. Après, ça m'est arrivé tellement jeune que qui je suis pour me moquer ou pour taquiner qui que ce soit sur son physique ou sur son quotidien ou sur une difficulté. C'est pas possible. Mais je pense que ce sont des gens qui ont peur. Donc en fait, moi, je leur souris, je leur dis bonjour. Parce que je leur montre en fait que, ouais, ok, j'ai une différence, ok, je marche comme un canard boiteux. Mais bon, et après tout, il pleut ou il fait beau, et puis demain est demain, et demain est un autre jour, et qui sait, demain, ça sera peut-être eux, mais j'espère qu'ils auront le courage de sourire à, à leur vie, à leur souffrance et à leur avenir. Donc finalement, je pense que on aura toujours, même encore aujourd'hui, ça fait 17 ans, et même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui se moquent, qui rigolent, ou qui me disent « Oh mon Dieu, ma pauvre », ou qui me plaignent. Alors quand les gens me plaignent, je fais « Oui, vous avez raison, plaignez-moi, parce que franchement, il y a beaucoup à plaindre, quoi. Franchement, je suis tellement malheureuse, vous ne vous rendez pas compte ».
Et du coup, souvent, ça leur fait rire et Oui, du du coup, coup, ça détend un peu. Ça détend un peu l'atmosphère et ça permet aussi de se rendre compte que finalement, pas que c'est ridicule de compatir ou quoi, mais de dire, bah, finalement, en fait, franchement, dans les moments où je suis vraiment en galère, c'est quand je peux pas ouvrir le pot de cornichons. Mais je crois que ça arrive à beaucoup de femmes, en fait. Donc, finalement, je suis pas si différente que les autres et chaque petit bobo, moi, quand je me casse la gueule dans la rue, ben, l'autre fois, je me suis pris un arbre. J'avais un œil au beurre noir pendant 2 semaines. Eh ben, pas de chance, quoi. Et mes collègues de boulot se sont bien foutus de ma gueule pendant 2 semaines. Ils étaient contents. Ben voilà, moi, j'ai essayé de mettre les lunettes pour dire non, j'ai pas été battue, tout va bien. c'est C'était vrai un que homme qui m'a la battue. notion dans ton livre, c'est que via l'humour et via ta capacité à relativiser beaucoup de choses, ça te permet effectivement de sortir de tout ça, quoi. C'est qui est puissant. Ouais, mais ça, c'est ma résilience, en fait. Chacun doit découvrir sa résilience. Moi, ma résilience, c'est l'écriture, c'est le rire. Mhm. J'ai beaucoup d'autodérision. J'aime beaucoup me moquer de moi parce que je trouve que finalement, en fait, en me moquant de moi, eh ben, je fais de mal à personne et je permets aux gens d'être plus à l'aise avec ça, avec la maladie. Et des fois, quand bah, il y a des jeunes qui rigolent ou des papis-mamies qui me regardent, je fais bah oui, bah vous voyez, ben, je suis pas si jeune hein, finalement. Enfin, Tu et vois. puis souvent ça les fait rire, ou souvent ils me disent bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, mais déjà, vous avez fait ça et tout, mais c'est jeune et tout. Donc ça, je l'entends beaucoup. Je fais ah ben je vous remercie, c'est vrai. Bon, après, j'avoue, franchement, je commence à faire du botox parce qu'il faut pas déconner. Les années commencent à arriver. Hein. Et est-ce que du coup, oui, tu viens d'en parler, et je voulais poser la question, cette démarche d'écriture finalement de ton ouvrage Maladie de surprise, ça t'a aussi aidé d'une façon ou d'une autre à mieux vivre ta situation? En fait, C'est-à-dire, quelle a été l'origine finalement de cette démarche d'écriture? alors ça, c'est pas du tout ce que ça en est aujourd'hui, en fait, cette origine. L'origine de mon écriture, d'écrire cette expérience-là, à la base, c'était vraiment un travail de communication avec ma famille. Parce que finalement, ma tentative de suicide, c'était un appel au secours, c'était une façon de communiquer. Alors, j'ai essayé à plusieurs reprises à communiquer avec ma famille. Je ne suis pas très douée, faut croire. Parce qu'au début, j'ai fait une tentative de suicide pour essayer de faire comprendre que bah, finalement, soit il m'étouffait, soit je partais. Enfin, il m'étouffait tellement que finalement, est-ce que ça valait le coup de continuer à vivre dans une cage dorée? Après, en terminale, j'ai fait un l'observe plastique sur le sujet la non-communication. Ça n'a pas marché non plus. Et après, je me suis dit, mais il faut que je leur explique en fait, parce que c'est trop dommage. On est tellement une famille unique que cet accident de parcours, en fait, va pas gâcher 15 années de complicité, de bienfaits et de bienveillance entre nous. Donc, finalement, je me suis dit que j'arrive pas à parler avec eux parce qu'on n'est pas d'accord sur, c'est très con, hein, mais sur qui en fait le rôle de chacun dans tout ça et la souffrance de chacun dans tout ça, mais ce qui est normal parce que finalement on n'était pas à la place de l'autre. Et je me suis dit la seule façon qu'on m'écoute, c'est de l'écrire parce qu'en écrivant on peut pas m'interrompre. Et j'ai écrit et j'ai écrit et j'ai réécrit. J'ai mis 15 ans pour écrire ce premier. Avec combien de temps? Ouais, justement, je me demandais. J'ai mis 15 ans. Ah, ok. J'ai eu l'idée en fait en sortant de la réanimation. Ok. Et puis après, bah, alors j'ai eu des très bonnes excuses. Hein. J'ai eu le bac. Alors le bac, c'était pas facile. Donc du coup, bah, j'ai pas pu le faire pendant le bac. Après, j'étais en médecine. En médecine, c'était pas facile. Donc j'avais autre chose à faire que d'écrire. Donc en plus, j'ai perdu mon roman, ce que j'avais commencé à faire, je l'avais perdu. Donc, du coup, finalement, j'ai recommencé l'écriture quand j'étais en première année de psychomote. Et après, j'ai été en arrêt maladie pendant un bon moment. Et puis là, je me suis dit, ma fille, c'est maintenant ou jamais, en fait. Tu t'es défilé, ça fait 15 ans que tu te défiles.
Là, ça va être tes 15 années d'anniversaire en fait d'accident. Il est temps en fait que tu bouges tes fesses et que en avant Guingamp, quoi. Donc, du coup, pendant mon arrêt maladie, je me suis dit, tu vas pas être en arrêt toute ta vie, j'espère pour toi en tout cas. Donc, du coup, c'est ta chance. Rien n'est fait par hasard, là, c'était le moment. Donc, je l'ai fait et c'est tombé pour mon anniversaire de mes 15 ans. Et pas du tout pour écrire, pour publier, mais pour leur raconter mon histoire toujours. Et en fait, j'ai rencontré un petit monsieur Maurice, un petit Maurice, qui j'écrivais en fait sur la place de la Liberté à Toulon. Et, tous les jours, tous les après-midi, tous les matins, en fait, dès que je pouvais, j'y allais. Et Maurice me voyait en fait travailler sur mon ordinateur. Et il est venu vers moi et puis il m'a demandé ce que je faisais, à quoi je jouais comme jeu en fait tous les après-midi derrière mon écran. Je lui ai dit que non, en fait, qu'il se trompait, mais que j'écrivais en fait un roman, mais c'était pas du tout dans l'histoire, dans l'idée de publier. Et il se trouve que Monsieur Maurice en fait est un grand, c'est un grand monsieur qui est très doué, autant dans les chiffres que dans la littérature, et qui a écrit lui-même en fait plusieurs romans, plusieurs livres. Et il m'a dit, écoutez, envoyez-moi votre truc là. Moi je suis très bon, je sais bien critiquer. C'est sympa. Je fais de très bonnes critiques, donc envoyez-moi votre truc, je vous donne mon adresse mail et je vous dis ça, je connais un éditeur et puis comme ça au moins il y aura moyen de... Voilà. Enfin, envoyez-moi ça et puis je vous dis. Alors moi je me suis dit, oh là, qui c'est celui-ci là, ça fait 15 ans que j'écris mon machin, et il veut me le piquer. Non, c'est pas pour lui, c'est pour la famille, c'est pas pour... Enfin, j'étais très gênée parce que du coup, c'était quelque chose de très intime. Et ça, c'est très intime. Ouais. Donc, j'ai pris quelques précautions un petit peu avant et je lui ai envoyé, en fait, j'ai pris le risque. Je me suis dit, ok, s'il est venu là me demander ça comme ça par hasard, c'est ok, quoi. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, je lui ai envoyé le livre. 2 heures après, il m'appelle, Béatrice, j'aime beaucoup. C'est très mal écrit, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment au hasard d'une rencontre finalement qu'on a, nous, aujourd'hui, la chance de pouvoir lire ton écrit. C'est ça, c'est ça. Mais il n'était pas du tout destiné à la publication. Hein. J'ai pas du tout à l'édition. J'ai pas du tout. Je pensais le publier, mais juste en 4 pour mes parents, mon frère, ma soeur, quoi, en fait. Et donc finalement, ce Maurice m'a dit, écoutez, on va travailler ensemble si vous voulez bien. Donc pendant un an, il m'a donné une demi-journée par semaine pendant un an. On a travaillé 4 heures d'affilée et puis au bout d'un an, on a enfin retravaillé tout le livre et au bout d'un an, il m'a dit bon, j'ai pris rendez-vous avec Monsieur Chevassu qui était le directeur de la maison d'édition des Presses du Midi, qui maintenant est une femme. Et il m'avait pas demandé mon avis. Donc j'ai ok, bon on a rendez-vous avec Monsieur Chevassu, très bien. Et donc on a eu rendez-vous, il m'a dit il est très intéressé, donc on y va, on va signer. Ok, c'est Monsieur Maurice qui décide. C'est incroyable comme histoire. Et du coup, dans ta famille, ils ont apprécié du coup l'hommage, enfin, ça les a aidés aussi à comprendre mieux certaines choses ou pas? Ça nous a aidés à nous retrouver. Okay. Ouais. Ça a eu l'effet, je suis ravie parce que ça a eu l'effet que je souhaitais en fait. Ça nous a vraiment aidé à nous retrouver, à relier les liens et à communiquer, à retrouver cette communication qu'on avait tant perdue en fait. Donc c'était agréable, c'était très agréable. Ouais. Et ce qui était marrant, alors moi j'en reviens toujours pas, c'est qu'en fait ils ont tous acheté leurs livres, chacun, hein, parce qu'ils voulaient tous lire en même temps. Et il fallait pas du tout parler du livre parce que non, attends, parce que moi j'en suis pas là, alors que l'histoire ils la connaissent par cœur. Non, j'en suis pas là, moi je ne raconte pas. Excellent. Donc, et j'ai trouvé ça excellent, oui, comme tu dis, excellent parce que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Genre, c'est moi qui l'ai écrit, les gars, vous connaissez toute l'histoire en fait, donc.
Mon kiné même avait dit à une patiente, parce que je parle beaucoup de Thomas, de mon kiné en fait, parce que je trouve que la relation avec le kiné est très très importante pour moi. Alors justement, je voulais t'en parler de ces séances de kiné qui sont vachement importantes dans le cadre de ta rééducation. Tu expliques dans l'ouvrage qu'il y a des moments où ça a été plus dur pour toi que d'autres de se motiver à aller régulièrement chez le kiné, etc., en fonction des refus. Mais globalement, voilà, c'est ce Thomas, justement, que tu cites, a l'air d'être quelqu'un de vachement important pour toi dans le cadre de ces séances. Et du coup, voilà, je me demandais à quel point c'est important, au-delà de l'aspect purement médical, pour toi d'aller chez le kiné pour voilà, te mettre en marche en permanence et toujours être battante, etc. Et je me demandais comment ça se passait un petit peu. Alors là, je vais parler aussi en tant que psychomotricienne. C'est que finalement, parfois, on est les seules personnes que nos patients voient, en fait. Et on représente finalement, comme Thomas représente pour moi, on représente finalement un idéal. C'est-à-dire qu'on va chez le kiné, c'est pas pour, ou chez le psychomotricien, c'est pas pour guérir, parce que, enfin, dans mon cas, je n'attends pas à guérir, mais on va chez le rééducateur ou chez le thérapeute pour avoir une amélioration, pour que notre vie change et en mieux. Donc finalement, il y a un espoir comme une magie en fait quand on a rendez-vous avec un patient où on voit dans ses yeux qu'il y a cet espoir de remarcher, cet espoir de revivre en fait ce qu'il vivait avant. Et l'avant, c'est jamais forcément avant l'accident, c'est l'avant, c'est de plus belles années en fait, finalement. Il y a toujours un avant, un après, mais je pense qu'on ait vécu un handicap ou pas finalement. Parce qu'il y a toujours un avant, un après, on est bébé, puis avant on était bébé, on ne parlait pas, on ne marchait pas, et puis après on a appris à marcher, à parler, et puis après on a appris à se sociabiliser parce qu'on est allé à l'école, et puis après on est devenu adolescent, et puis après on est devenu adulte. Donc avant, quand je suis adulte, avant j'étais enfant, et avant ben, j'avais cette insouciance-là par exemple. Il y a toujours un avant, un après, et c'est vrai que dans les yeux des patients, je trouve, il y a cet espoir de vite guérir. Et Alors, ça, je l'avais beaucoup au début. alors justement, Au tu dé... parles beaucoup Pardon. d'espoir. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est dans ton ouvrage, tu as ponctué tes chapitres par beaucoup de citations d'œuvres littéraires, qui sont des citations de Saint-Exupéry, de La Fontaine, qui sont des citations pleines, enfin, porteuses effectivement d'espoir et de, voilà, challengeantes, motivantes, entre guillemets. Et je me disais, voilà, dans quelle mesure pour toi c'est important la littérature, mais aussi l'art en général, parce que tu parles ta passion pour le chant. Et je me demande voilà, dans quelle mesure pour toi ça a été quelque chose d'important, la littérature ou le chant, pour combattre justement les effets de la maladie et préserver ton optimisme légendaire. Ça a été important pour me faire comprendre, en fait. À travers le chant, à travers les chansons, à travers la musique. Alors déjà, en tant que psychomotricienne, alors j'ai beaucoup parlé de psychomotricité. En tant que psychomotricienne, j'ai travaillé beaucoup le chant avec mes résidents, avec mes patients, parce que on travaille beaucoup de choses. On travaille l'expression, l'élocution, mais on travaille aussi le souffle, la respiration. Et c'est la vie, en fait. Respirer, souffler, s'exprimer, pour moi, c'est le projet, c'est la vie. Et, euh, et quand j'ai un patient qui va mal, j'ai tendance à lui demander de crier, à lui demander de chanter, à lui demander de respirer, en fait, mais sans lui demander de respirer concrètement, en lui demandant vraiment de crier cette souffrance, cette peine, cette angoisse ou ce qui bloque, en fait, à l'intérieur. En tant que patiente, alors c'est plus difficile en fait finalement on n'est pas bon, voilà, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, hein. Et donc pour revenir un petit peu aussi à ce que tu disais par rapport au kiné, c'est que finalement je suis bien qu'étant thérapeute et rééducateur, mon kiné m'a aidé en fait à me prendre conscience de ça pour moi.
de ce besoin de souffler, de respirer, de vivre et d'avoir des projets, même si effectivement aujourd'hui je suis plus dans le cadre de guérir parce que j'ai arrêté de me battre contre moi-même, mais je suis dans le cadre de continuer à vivre. Et continuer à vivre, c'est se projeter et c'est, pour moi, hein, c'est se projeter et c'est faire un effort. C'est faire un effort pour pas être sédentaire, pour continuer à utiliser mon corps dans la globalité et accepter en fait ce que mon corps me renvoie, autant dans la douleur que dans le plaisir. Donc finalement, c'est le kiné, le rééducateur aide, accompagne en fait dans cette voie-là de continuer à se projeter, de continuer à vivre en fait, en accueillant les difficultés du quotidien et du corps. Je crois que j'ai perdu la question de base en fait. Non, bah ouais, je parlais de l'art et de la littérature, mais c'est vrai que ça va ensemble finalement. C'est toujours être résilient, se battre. C'est ça, ouais. La littérature, en fait, dans la littérature, je me suis sortie de ma dépression. Ça m'a aidé en fait à m'évader pour que le quotidien, quand le quotidien était trop douloureux, je me plongeais dans un roman et ce roman m'aidait en fait à vivre normalement, entre guillemets, pendant le temps de la lecture en fait. Et quand je chantais, eh ben, on n'avait pas besoin de me voir pour chanter. Et on m'entendait, on rentrait dans ma chambre, on me disait ah bah tiens, je pensais que la musique était allumée, non, c'était moi qui chantais. Et donc il y avait quand même une expression et une identité, une existence en fait. J'existais, même si voilà, j'existais et j'avais une place en fait, même si c'était pas physiquement, c'était au moins le langage, dans l'expression. Alors pour te décentrer de la maladie, tu parles aussi beaucoup de, de projets professionnels. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus donc, sur la manière dont tu as pu donc, passer le bac, faire des études, devenir une professionnelle de santé. Et voilà, ce serait intéressant, je pense, de savoir comment tu as réussi à faire tout ça, alors qu'encore une fois, les médecins, quand tu avais 15 ans, te disaient, bon, sans doute, tu pourras rien, tu pourras passer le bac, etc. Excuse-moi. Non. Non, tu m'excuses plus, mais t'as raison. Comment? Tu m'excuses plus. Je suis quelqu'un. Alors, ça, c'est mon compagnon va beaucoup sourire, je pense, en écoutant ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. D'extrêmement quoi, pardon? Têtu. Ah, Ah, ah. Ouais, têtu, quoi. Donc, dis-moi que j'y arriverai pas, je te montrerai tout. Je ferai tout pour te montrer que j'y arriverai. Et pour me décentrer de la douleur, de la souffrance en fait du moment présent, je me projette. J'ai toujours, en fait, j'ai toujours travaillé avec cette notion de projet. Le fait de, ok, là, tu es en fauteuil, tu marches pas, tu parles plus, tu es loin de reprendre le bus et donc loin de retourner à l'école. Pas grave, ok. Bon, bah écoute, le projet, c'est quoi? C'est de retourner à l'école pour pouvoir après continuer à vivre. Mais pour retourner à l'école, il faut marcher. Bon, bah, ton projet, c'est marcher. Donc maintenant, tu vas, tu te lèves et tu marches. Et tant que j'y arrive pas, je reste dans cette optique-là de tu te lèves et tu marches. Et une fois que je me suis levée, que j'ai marché, bah après, ça a été le bus. Ok, pour aller à l'école, pour continuer à vivre, pour prendre le bus. Donc, ok, bah tu te lèves, tu marches, bah maintenant, tu te lèves jusqu'à l'arrêt de bus et tu vas prendre le bus. Quand papa et maman seront d'accord. Et puis après le bus, c'est bon, bah maintenant, tu te lèves, tu marches, tu as pris le bus. Donc, bah, maintenant, il faut aller en cours et puis il faut avoir des notes correctes pour arriver à obtenir des résultats qui te permettront d'avoir le bac, quoi. Et puis après, quand j'ai eu mon bac, bah maintenant, qu'est-ce que tu fous? Bah, j'en sais rien. Bah, écoute, on va trouver quelque chose, hein. Maintenant qu'on en est là, va falloir peut-être trouver une comme petite bourse. finalement beaucoup d'adolescents. Hein. C'est Là, ça. finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'inscris dans une forme de normalité après vis-à-vis du parcours scolaire. C'est ça. Mais en fait, si tu te focalises pas sur l'instant présent à chaque moment, parce qu'il faut, enfin, ça c'est un peu le sujet de mon deuxième livre.
Il faut se focaliser de temps en temps sur l'instant présent, mais, par contre, l'instant présent seulement sans avoir le projet du lendemain ou de l'ambition en fait de vivre quelque chose de différent, on stagne. On reste en fait dans son corps qui a mal, on reste en fait dans son esprit limité avec ses mots, avec ses souffrances, avec son incompréhension de soi-même et l'incompréhension de l'autre du coup. Donc le but du jeu là, c'est de se dire bon bah allez, ok, moi je suis en échec là-dessus. Bon ben le but du jeu c'est d'être moi en échec là-dessus. Donc qu'est-ce qui me permettrait d'être moi en échec? Ça serait de alors, des fois, c'est de marcher, des fois, c'est de parler, bah, des fois, c'est de communiquer. Donc, communiquer, comment on fait? On peut chanter, on peut parler, on peut écrire, on peut crier. À crier, ça marche pas souvent. Mais il y a plein de communications. On peut danser. J'étais danseuse avant. Effectivement, tu en parles dans le livre. Ouais. Ouais, tu dis d'ailleurs que tu continues de temps en temps à danser dans ton lit. Et ça aussi, c'est pour ta question. Alors ça, c'est quand j'étais en réanimation. Ouais. Ouais, je refaisais le gala de danse que j'avais passé juste avant de tomber dans le coma, en fait. C'est pour ça. Ouais, c'était cool. Et C'était du cool. coup, pour rebondir sur tes projets, justement, à la fin du livre, donc c'est un livre, je crois, qui date de 2018, si je ne me trompe pas. Tu finis sur un projet de création de centre médical pour les patients et les aidants en zone de désert médical. Et voilà, je me demandais bah, où est-ce que ça en était. Est-ce que tu avais pu reprendre le travail? Est-ce que tu avais lancé ce projet? Est-ce que tu faisais autre chose? Alors, c'est un projet qui me tient à cœur finalement parce que c'est un projet que je trouve important. En fait, je trouve important en France, même dans le monde en fait, hein, mais je trouve important aujourd'hui avec le monde de l'internet, avec la rapidité en fait de trouver un médecin, d'avoir des prises en charge, d'être pris en charge relativement facilement. Ça dépend de nos localisations. Mais je trouve que c'est important que chacun ait accès, puisse avoir accès en fait à un échange, à un entretien, à une communication, à une rééducation avec soi-même, avec son entourage, avec son quotidien quand il y a une difficulté quelconque. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. À cœur. Aujourd'hui, après mon arrêt maladie, j'ai ouvert mon cabinet libéral, en fait, pas loin de Toulon. Félicitations. Merci. Entre-temps, je l'ai fermé. J'ai tenté le coup, en fait, et finalement, je me suis rendue... C'était, là, ça faisait un an, en fait, j'ai ouvert en 2019, juste après la sortie du livre, pour mettre en place justement ce projet qui me tient à cœur. Parce que la psychomotricité, c'est quand même une vocation. Après, entre-temps, moi, mon projet de vie, comme tu as peut-être pu te rappeler dans ma préface, c'était d'acheter une maison, d'avoir mon petit coin à moi. Mhm. Et donc, j'ai acheté ma maison, mon petit coin à moi, où vous êtes actuellement. Et, ça engendre un crédit, et donc ça engendre des obligations financières. Et donc, en fait, j'ai pas pris le temps de j'ai pas risqué en fait ces problèmes ces difficultés financières pour mettre en place en fait tous mes projets parce que financièrement je pense que c'était pas le moment Effectivement, c'était plus risqué. et j'ai entre guillemets bien fait parce que finalement j'ai passé le concours des finances publiques que j'ai eu donc là aujourd'hui je suis agent administratif en fait. Et ça me permet de payer mon crédit, mais aussi ça me permet d'être en relation avec d'autres personnes. Et malheureusement, au vu de la crise sanitaire actuelle, Avec le ça me, contexte. ouais, ça me permet quand même de maintenir euh, un lien. En fait, grâce à cette fonction de fonctionnaire, je peux continuer à travailler
Et pour moi, d'être en relation avec quelqu'un, avec mes collègues, avec des gens, c'est super, super important. C'est un de mes projets principaux. Vas-y, go. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, et donc en fait, je garde en tête mon âme de psychomotricien, mais je l'applique, on va dire, et je le garde à travers mes romans. Donc du coup, j'écris un deuxième livre Ah, bah justement, je voulais t'en parler, oui. Dis-nous en plus, ça nous intéresse. parce que bah, du coup, j'ai travaillé 6 ans auprès des personnes Alzheimer ou apparentées. Mhm. J'adore. Non, mais j'aime trop. J'ai beaucoup aimé en fait travailler auprès des personnes âgées. J'adore les personnes âgées, je les trouve passionnants en fait. Je trouve que c'est des librairies en fait, ouais, des romans tout seuls. Et je les trouve passionnants. Donc du coup, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de les accompagner pendant 6 ans. Et donc, du coup, mon roman, comme j'ai pu exercer auprès des personnes âgées, et que c'était vraiment une vocation de... J'ai fait mon mémoire sur la personne âgée, d'ailleurs. Et ben, j'ai laissé une trace. C'est que j'ai écrit mon deuxième roman qui s'intitule à ce jour Un moment d'existence. Et en fait, qui parle de la maladie d'Alzheimer et qui parle du coup de l'importance de vivre l'instant présent, en fait. À quel point, finalement, en fait, j'essaie de trouver dans chaque pathologie, c'est peut-être pas terrible, faut, c'est pas pour dénigrer ou pour dévaloriser les pathologies, mais je trouve que chaque expérience, que ce soit une pathologie, un mot, un mal ou, euh, ou une erreur, je pense que c'est des événements, des expériences qui nous font grandir et qui nous permettent en fait de découvrir un petit peu plus de nous. Donc, cette expérience auprès des personnes Alzheimer, j'ai trouvé ça extraordinaire en fait parce que finalement, la personne qui se souvient pas, qui ne se souvient pas de soi, de nous, euh, c'est une conquête. Tous les matins, j'avais l'impression d'aller les conquérir en fait. Ah non, mais c'est extraordinaire. Alors, des fois, ça passait pas, et puis des fois, on dit, bon, bah, des fois, ça passait pas, donc du coup, j'allais voir ma petite dame qui était à côté de mon bureau. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ah non, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous connais pas. Non, 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 je viendrai jamais avec vous. Ok, Rien désolé. n'est acquis, quoi. Non, c'est ça, mais c'est excellent. Et du coup, parce que je partais en vacances, donc quand je partais en vacances et je revenais, c'était le bordel. Et 2 semaines sans se voir, les habitudes se perdent, quoi. Donc, ben, je revenais après la toilette. Bonjour, comment ça va? Ah, ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah ben oui, c'est vrai, et tout ça, et tout ça. Et donc, ah ben ça tombe bien parce que justement, je revenais aujourd'hui pour venir faire un petit peu de relaxation. Ça vous tente? Ah ben oui, mais alors après la toilette, bah écoutez, je crois que vous êtes propre, hein. Donc, et du coup, on partait, on se baladait ensemble et il n'y avait pas d'angoisse et j'adorais, j'adorais. C'était une conquête de l'autre, en fait, tous les jours. Et voilà, ça c'était. Et donc, j'essaie, en fait, dans le deuxième livre, de montrer à quel point le passé, le futur, on s'en fout, mais de conquérir l'autre, en fait, à chaque moment, en fait, que ce soit un ami, que ce soit un compagnon, que ce soit un enfant, que ce soit d'émerveiller l'autre, en fait, au quotidien et de s'émerveiller soi-même, en fait, de petites choses tout au long de notre journée, de vivre vraiment ce que notre corps nous renvoie, c'est hyper important. Puis, finalement, est-ce que c'est pas ça de vivre, en fait? Eh bien, écoute, sur ces très belles paroles d'espoir et sur cette très belle expérience, je te remercie beaucoup, Béatrice, pour ton témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et avant de finir, je vais te demander, voilà, est-ce que tu as un dernier message peut-être à faire passer à des gens qui ont vécu des situations similaires à la tienne, par exemple après un AVC, qui ont aussi des problèmes de paralysie ou de mémoire, ou des choses comme ça. Est-ce que tu aurais, voilà, je sais pas, un petit message d'espoir à leur passer ou une petite technique à leur conseiller? Bah, j'aurais envie de dire, faites-vous confiance. Et je pense on est seul maître de notre corps et de notre avenir. Parfait. Ben, merci beaucoup, Béatrice.
Et puis voilà, moi j'attends personnellement avec impatience ton deuxième ouvrage. Il est en correction. Et je Et suis en train encore. de travailler sur le troisième. Ah bah parfait. Et ben écoute, et puis comme ça, j'espère qu'on pourra en parler aussi un de ces quatre. Merci beaucoup. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à. T'as envie de parler d'autre chose, de donner un dernier message, n'hésite pas. Sinon, voilà, je te dis à très bientôt. Un tout petit mot quand même, parce que bon, je suis auteure, mais je suis aussi, je fais partie d'une association qui est Neuroma France, donc qui aide, en fait, qui accompagne les patients qui ont vécu la malformation artério-veineuse. Donc, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous trouver sur Internet à neuromavfrance.org. Ouais, c'est ça. Et je suis la secrétaire, donc du coup, c'est au secrétariat-neuro-france.org. On mettra de toute façon les adresses sur la page Facebook Ça EONEF. marche. Ça marche. Les problèmes de mémoire, je peux pas vous aider, j'en ai moi aussi. Voilà, merci. Ok, bah, merci beaucoup Béatrice, et puis à bientôt. Oui, j'espère.